Donc, essentiellement, ce qu'on peut voir, c'est ce qui est très très pernicieux, me semble-t-il, que ce soit sur la scène fédérale ou ici. C'est lorsqu'on n'arrive pas à voir, lorsqu'on veut associer, par exemple, l'ennemi, parlons un peu comme au XVIIIe siècle, on veut écraser l'infâme, et lorsqu'en voulant écraser l'infâme, en fait, on se trompe de cible. On se trompe de cible au point où on oublie ce qui pose problème et la motivation initiale, tant et si bien que, sur le long terme, c'est le conservatisme qui gagne. C'est le conservatisme, c'est les éléments réactionnaires, c'est les éléments de domination. Cela gagne. Pourquoi? Parce que nous avons confondu la proie pour l'ombre. Merci. Aussi passionnant est ce débat, je pense, qui manque beaucoup de choses. Le débat est faussé au départ, pour une simple raison, que le débat non seulement a été coulé aux médias, ce qui est une très fort mauvaise façon de débuter un débat, mais qu'il a été travesti, c'est-à-dire en le rebaptisant le projet de charte des valeurs québécoises et non une charte de la laïcité, et surtout en le mettant sous l'enseigne homme-femme, égalité homme-femme. On a tout de suite faussé le débat dans le sens que, plutôt que de se poser les vraies questions, à savoir qu'est-ce que la laïcité, alors plutôt que faire ça, qu'est-ce qu'on a fait avec l'espèce d'épée de Damoclès qu'on nous a mis sur la place publique, appelée égalité homme-femme? On a tout de suite concentré sur une seule chose, c'est-à-dire le signe par excellence soi-disant discriminatoire vis-à-vis des femmes, le hijab, et c'est devenu uniquement le procès de l'islam. Donc, bref, tout ça pour dire que ce débat est fort bienvenu. On fait confiance à nos panélistes de pouvoir nous aider de voir plus clair. Je vous les présente. Asma Ibn Zahir est consultante en nutrition d'urgence humanitaire. Elle fait partie d'un mouvement international qui réfléchit sur la situation des femmes en islam. Il fait également partie de la collective des féministes musulmanes du Québec, qui publiait récemment le manifeste « Pas en notre nom ». Asma va parler du fondamentalisme musulman et surtout ce qu'en pensent les féministes musulmanes. Et finalement, Alexa Conradi, je ne sais pas si je prononce bien, est une militante féministe de longue date, impliquée d'abord dans un centre de femmes à Verdun, ensuite comme coordinatrice de la marche mondiale des femmes, avant de prendre le relais, la direction de la FFQ en 2009. Elle va nous parler des perspectives des mouvements féministes à travers le monde sur divers fondamentalismes. Au cours de mes années d'engagement, donc j'ai constaté qu'il y a un problème important dans plusieurs débats, surtout sur les questions sociales. En fait, sur certaines questions, on a l'impression qu'il s'agit de ce qu'on appelle souvent, mais j'aime pas trop cette expression, mais dialogue de sourds, mais ça peut être offensant en fait pour les personnes sourdes, donc j'aime pas trop l'expression et donc il faudrait trouver une autre. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc les interlocuteurs utilisent les mêmes mots, pensent en fait parler des mêmes concepts, mais ceux-ci résonnent différemment dans la tête de chacun et sont liés à l'histoire spécifique de chacun. Donc ce qui crée beaucoup de confusion. Alors, il y a deux éléments que je voudrais mentionner, en fait, par rapport à ces problèmes terminologiques. Donc, mis à part, en fait, le fait qu'il y a une multiplicité des termes qui sont utilisés, on va parler, par exemple, de fondamentalisme, de conservatisme, d'intégrisme, de radicalisme, d'extrémisme, de terrorisme, et plus spécifiquement, parfois, on va parler de salafisme, wahhabisme, islamisme, etc. Et donc, parfois, sont utilisés un peu n'importe comment et de façon interchangeable. Donc, mis à part ça, en fait, il y a le fait que ces termes sont souvent en fait, empruntés à des cadres de référence et ils sont transposés en fait, dans des cadres, d'autres cadres de référence différents. Et tout ça crée de la confusion. Par exemple, si on prend le terme de fondamentalisme, dans son livre « Le combat pour Dieu », Karen Armstrong, justement, elle trace les origines de ce terme-là. Et elle dit en fait que ça a apparu, ça remonte en fait aux premières décennies donc, du XXe siècle, et ça revient à des protestants américains qui ont commencé, en fait, ils voulaient revenir aux racines et redonner sens au fondement de la tradition chrétienne qu'ils identifient à une interprétation littérale des Écritures et à l'acceptation de certaines doctrines centrales.
Donc, avec cette définition, on constate que ça signifie une vision du monde différente, des rapports sociaux différents et un rapport au texte très spécifique aux écritures chrétiennes telles que lues par ces mouvements protestants aux États-Unis. Donc, on se transpose ensuite dans la sphère musulmane et on utilise le même concept, et c'est là qu'il y a de la confusion. Par exemple, en arabe, littéralement fondamentaliste, ça veut dire usuliyun. Usuliyun sont ceux qui sont spécialisés dans l'étude des sources de la jurisprudence. Donc, ça n'a rien à voir avec l'étude des textes, par exemple coraniques, etc., en tant que tel. Et donc, c'est pour ça que Karen Armstrong a dit aussi que la plupart des activistes étiquetés fondamentalistes en Occident ne s'intéressent guère à cette science islamique. Donc, on voit ici un peu que cette transposition du concept avec son sens, donc d'un cadre de référence à un autre, entraîne donc une série d'amalgames, de présupposés, et par conséquent un foisonnement d'émotions et d'attitudes négatives, le repli, le rejet, la peur, etc. On peut, par exemple, parler aussi de la question de la contraception, du voile, etc., les termes en tant que tels. On pourrait en parler pendant la période des questions. Le deuxième élément qui est problématique de la terminologie, je m'excuse. Donc, le deuxième élément est relié à la question de qui a la légitimité, en fait, de catégoriser des individus des groupes. C'est-à-dire, ce problème est d'autant plus patent pour moi lorsqu'on, par exemple, on va parler de musulmans modérés. Alors, musulmans modérés, à partir de quelle posture une personne peut-elle juger, par exemple, telle musulmane comme étant modérée et telle autre comme étant extrémiste ou conservatrice ou fondamentaliste? Donc, lorsqu'on entend parler de musulmans modérés, il semble souvent que la personne qui parle, en fait, elle place l'autre dans un continuum subjectif où est-ce qu'elle établit elle-même les extrémités selon ses propres opinions et appréhensions. Serait modérée alors, parfois celle qui ne me dérange pas trop dans mon confort visuel, par exemple, qui ne porte pas de foulard, ou celui qui vit un peu comme moi, mais bon, qui garde un peu son côté exotique. Alors, la question qui s'impose est donc, qui place-t-on aux extrémités, en fait, du continuum? Et sur quelle base? Donc, il faut d'abord s'entendre sur le sens des limites avant de pouvoir définir le milieu et cette position dite modérée. Je crois qu'il serait important que les classifications aient une base théorique et objective solide, donc précédée par des recherches approfondies sur le terrain et une connaissance importante des différents courants pour ne pas être récupérées et biaisées, en fait, selon les intérêts individuels ou politiques. En général, en Occident et ici au Québec également, on va associer l'expression, par exemple, fondamentalisme musulman au rejet, par exemple, des valeurs de la société ou déni des droits des femmes, au repli, et pour certains, on va y inclure aussi des choix vestimentaires différents, donc ça peut aller du foulard jusqu'au niqab. Il y en a même qui vont y associer, en fait, toute la dimension de la violence. Par exemple, pour ce soir, quel sens a-t-on vraiment voulu donner au fondamentalisme musulman? Quelles limites, en fait, on voulait y établir? Qu'est-ce qu'on voulait y inclure? C'est pour ça que pour ma présentation, je préférais utiliser des termes que je vais donc définir, qui sont plutôt le radicalisme et le traditionnalisme. Par exemple, pour le traditionnalisme, je l'utilise pour référer à une pensée et à des pratiques qui sont basées sur des traditions culturelles qui existaient déjà à la période pré-islamique et qui sont discriminatoires à l'égard des femmes. Si on parle d'excision, si on parle de mariage forcé, si on parle de la répudiation, etc. C'est cette pensée qui a d'ailleurs grandement influencé plusieurs travaux de recherche et d'interprétation des textes effectués par les spécialistes de l'islam pendant les siècles passés jusqu'au XVe siècle, et ils sont encore, je veux dire, reconnus dans les milieux de jurisprudence, malheureusement. Donc, les féministes musulmanes qui revendiquent leur droit justement à l'intérieur des sphères musulmanes, au nom de leur foi et d'une réappropriation des textes scripturaires, attribuent justement les diverses discriminations à l'égard des femmes à ce traditionnalisme patriarcal. En plus, on note que le traditionnalisme est transversal plutôt que représentatif d'un seul courant de pensée. En d'autres termes, il n'est pas en relation linéaire proportionnelle avec le degré de pratique, par exemple. On va trouver facilement des familles où les parents ou l'homme, par exemple, pratiquent peu ou pas l'islam, mais qui va quand même s'inscrire dans une vision traditionnaliste quand il s'agit du statut et de la place des femmes. Et en y amalgamant, par exemple, ce que leurs ancêtres ont toujours fait et qui va trouver tout d'un coup, ici et là, un avis juridique musulman pour légitimer sa vision. Donc, encore une fois, on voit que c'est le patriarcat qui demeure l'ennemi commun de l'émancipation des femmes, peu importe les religions, les croyances, les origines et le degré de pratique. Pour ce qui est du radicalisme, aujourd'hui, quand on parle de radicalisme musulman,
on le voit davantage comme une vision caractérisée par une opposition à tout ce qui peut être perçu comme étant étranger ou comme autorisant des libertés. Donc, ça s'inscrit dans un mode de vie et dans une attitude très restrictive et dans une vision très restrictive de l'islam, de la religion. Cependant, c'est important quand même de noter deux choses. De un, que le radicalisme ne va pas de pair avec la violence, c'est-à-dire qu'on va trouver des individus radicaux qui sont politisés et d'autres qui ne sont pas politisés. Et parmi les politisés, on va trouver une minorité qui va prôner et qui va passer à la violence. Même malheureusement, c'est eux qui font le plus de bruit, pour plusieurs raisons qu'on peut citer plus tard. Deuxième point, c'est que même dans le temps du prophète Mohammed, il a existé des groupes qui privilégiaient la lutte armée, alors que lui-même leur disait qu'il y avait bien d'autres choses à faire dans la voie de Dieu plutôt que ce qu'ils appelaient le djihad armé. Donc ça a toujours existé des groupes radicaux, violents, comme ceux qu'on peut voir aujourd'hui. Donc peu importe le degré de foi ou de pratique religieuse, un individu qui est attiré vers la violence, dans le fond, il n'a pas besoin de religion pour la pratiquer en fait. Il va instrumentaliser la religion pour la légitimer. Mais il peut le faire tout autant pour d'autres raisons. Le deuxième point, donc, il se rapporte plutôt à ce qui peut être perçu comme une visibilité accrue de cette tendance donc, radicale. Il y a 4 facteurs dont j'aimerais parler. Premièrement, en termes de chiffres, c'est très difficile à chiffrer. Quand on demande, par exemple, il y a combien de musulmans radicaux au Québec ou dans le monde, bon, si on note en termes absolus une croissance, par exemple, soit perçue, soit réelle, cela peut également être dû au fait qu'il y a tout simplement une augmentation du nombre de musulmans dans le monde dû à l'accroissement de la population mondiale en général. Donc il reste à démontrer si en termes relatifs, la proportion des musulmans radicaux est vraiment en augmentation. Donc ça, c'est un point d'interrogation qu'on peut mettre. Ensuite, on peut également parler du phénomène global qui est depuis à peu près 2 décennies de retour vers le religieux et vers le spirituel. Que ce soit par exemple le bouddhisme, que ce soit les religions monothéistes ou que ce soit par exemple des nouvelles religions. En fait, ce retour, c'était une forme un peu de résistance face à la modernisation, aux effets de la modernisation et du capitalisme. Et si on considère le cas de l'islam, ce retour s'est opéré chez certaines personnes par une radicalisation due en fait à toute l'histoire de la colonisation, mais aussi à toutes les interventions militaires qui ont été perpétrées par les États-Unis et l'OTAN, par exemple. Il y a un autre facteur qui, justement, peut contribuer à la croissance donc, de la visibilité de ce mouvement radical, qui est lié à la géopolitique internationale. Donc, des puissances pétrolières comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui financent des groupes radicaux armés d'un côté, mais qui aussi propagent une vision très misogyne et restrictive de l'islam d'un autre côté, mais qui sont des alliés en même temps indéfectibles de nos propres gouvernements. Les États-Unis, le Canada, la France et l'Angleterre, par exemple. Donc, ces derniers, donc, nos gouvernements finissent par attaquer des pays musulmans où tout d'un coup, des groupes radicaux armés apparaissent et disent vouloir gouverner au nom de Dieu. Donc, la question à se poser, en fait, c'est que je me pose moi parfois, à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça, c'est comment se fait-il que les groupes terroristes apparaissent souvent là où il y a du pétrole, du gaz, de l'uranium? C'est quand même un peu bizarre, mais bon, c'est un point d'interrogation. Donc, le dernier facteur qui peut pousser à la radicalisation de certains individus, notamment des jeunes, et malheureusement ce qui arrive par exemple en France depuis la dernière décennie. Quand la société continue à stigmatiser des jeunes qui sont rendus à leur 4e génération, qui ne parlent même pas leur langue d'origine, qui se considèrent complètement français, mais donc la société continue à stigmatiser en raison de leur foi, en les plaçant dans le cadre extérieur du nous légitime. Donc il y a certains désillusionnés qui se font en effet récupérer par des mouvements radicaux où ils trouvent un certain sentiment d'appartenance et où on leur confirme que l'Occident ne voudrait pas d'eux et que donc la solution c'est de se distancier de tout ce qui peut en provenir, tout en continuant d'y résider bien sûr. Ceci est notamment une grande inquiétude que nous avons également ici au Québec en tant que Québécoises musulmanes. Donc il faut à tout prix éviter les erreurs que la France a commises dans ce chapitre. Et les jeunes Québécois musulmans doivent être encouragés à se sentir à l'aise dans leur identité multiple et non pas à avoir à choisir ou à privilégier l'une au détriment de l'autre. Ce qui devrait nous préoccuper, non pas la visibilité des musulmanes qui sont diplômées, instruites et qui travaillent ou étudient dans divers domaines, dont plusieurs qui sont non traditionnels, mais plutôt
l'invisibilité de celles et ceux qui voudraient vivre en marge de la société, soit parce qu'ils sont fatigués en fait, ou qui en ont assez de se faire rejeter par le discours politique ou populaire, ou soit parce qu'ils sont aux prises avec leurs propres problèmes identitaires ou l'ignorance par rapport à leur propre religion. Maintenant, face à cette visibilité ou cette audibilité du discours radical, il y a depuis plusieurs années un mouvement de femmes et d'hommes qui pousse à la réforme de la pensée et du discours musulman. Un mouvement qui n'est pas monolithique, mais qui réclame qu'il est plus que temps, en fait, de rouvrir les portes de ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad qui est ce travail intellectuel effectué lors des lectures des textes pour les comprendre selon leur contexte, donc temporel et spatial. Au Québec, il y a quelques années, par exemple, il y avait l'organisme Présence musulmane qui, par sa philosophie et ses actions, justement, tentait de mettre en pratique cette pensée réformiste et se distancier ainsi de toute la mouvance et de toute la vision radicalisée de l'islam. Par ailleurs, il y a des femmes musulmanes, comme j'ai mentionné, qui revendiquent leurs droits donc, de l'intérieur des sphères musulmanes et qui s'inscrivent donc dans ce courant réformiste, mais qui s'inscrivent également dans l'approche post-coloniale, où elles réclament aussi leur droit d'être des sujets de leur propre lutte et résistent à l'imposition d'un modèle unique, d'émancipation unique et universelle. Dans ces mouvements, on parle par exemple d'égalité, on dénonce les mariages forcés, l'excision, les châtiments corporels, les règles de divorce et d'héritage, etc. Il y a toujours existé, depuis le temps du prophète encore là, des femmes qui revendiquaient leurs droits. Mais on va dire que le concept de féminisme islamique en tant que tel a apparu en Iran dans le début des années 90 dans un magazine de femmes qui s'appelait Zanan. Et ensuite, ce concept-là a été repris dans un autre magazine par des femmes donc en Arabie Saoudite et ensuite en Turquie. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est un mouvement beaucoup plus grand au niveau international. Il y a Zahra Ali, qui est une chercheuse française, qui, dans son livre sur les féminismes islamiques, parce qu'elle a établi une pluralité dans ce mouvement, qui les classe en fait en 3 catégories. Bon, donc on a le traditionnel, le radical et le libéral. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais je vous recommande de lire le livre. Selon en fait le rapport qui est entretenu avec les textes sacrés et aussi le degré de pratique musulmane. Ces femmes proviennent autant du Maroc que de la Malaisie, en passant par le Mali, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, etc. Donc il y a vraiment une multiplicité dans ce mouvement. Elles ont réussi à provoquer des avancées importantes, que ce soit au niveau juridique, au niveau politique ou au niveau académique. On peut citer par exemple le réseau international Moussawa, qui veut dire égalité, qui regroupe des chercheuses et des groupes de femmes de partout dans le monde, dont le Conseil canadien des femmes musulmanes ici, et qui établissent l'égalité comme objectif à atteindre. D'ailleurs, depuis 2010, ce réseau en fait, a lancé une initiative à long terme de développement des connaissances auprès des femmes sur un concept dans le Coran qui s'appelle le Qiyamah, en fait, sur lequel plusieurs juristes vont se baser pour justifier la supposée autorité des hommes. Donc, justement, en ce mois de novembre, je pense juste après les États généraux ou en même temps, elles tiennent un congrès international au Maroc, pendant lequel elles vont confronter les juristes de renom avec tous les travaux de recherche qu'elles auront fait durant les 3 dernières années, des recherches et d'analyses sur les textes scripturaires. Donc, ça serait intéressant de suivre ça. Ici, au Québec, des femmes s'imposent également de plus en plus dans les associations musulmanes comme des actrices importantes dans les questions qui touchent ces communautés. Malgré la présence de courants traditionnalistes, il y a quand même un changement observé et des femmes réussissent à être à la tête de l'association et d'imposer la légitimité en fait, de leur lecture de la réalité de la présence musulmane ici. Il y a encore du chemin à faire, notamment en ce qui est question de toute la place de la femme dans les mosquées, mais une confiance et un travail de partenariat égalitaire sont nécessaires de la part du reste des féministes en fait, qui ont réellement à cœur la cause des femmes. Donc pour conclure, en raison de leur position donc autant réformiste que postcoloniale, on peut bien imaginer toutes les résistances auxquelles ces femmes font face, autant à l'intérieur donc de certaines sphères musulmanes, où elles sont vues comme des vendues à l'Occident à cause de leur position réformiste et égalitaire, et aussi à l'extérieur, où elles sont vues comme des marionnettes des islamistes à cause de leur position postcoloniale, entre autres. Alors dans les deux cas, on est dans l'infantilisation des femmes, et le refus de leur reconnaître leur capacité de penser par elles-mêmes,
pour mener leur propre lutte. Finalement, pour conclure, parfois, bien que ça peut être épuisant, ça peut quand même aussi être rassurant en fait, de se voir critiqué par les deux côtés. C'est clair que dans la philosophie du gouvernement Harper, un des éléments, c'est ce que l'État doit délaisser, ça doit être assumé par la famille et les religions. Et donc, quand les communautés religieuses offrent les services que l'État aurait pu offrir, bien, c'est très souvent un type d'aide, un type d'entraide que l'État n'est pas prêt à assumer. Moi, je peux te donner l'exemple. J'avais des liens avec des Inuits à Montréal quand ils viennent descendre du Grand Nord pour des services de santé qui durent plusieurs semaines ou mois parfois. Les gens sont très isolés, ont de la difficulté à s'organiser dans un espace entre des villages de 1000 personnes et Montréal. C'est un choc majeur pour toutes sortes de raisons linguistiques, politiques, sociales et tout, et leurs propres conditions de santé. Et qui vient se donner tous les coups de main aux personnes pour leur offrir accompagnement, soutien moral, nourriture, accompagnement de toutes sortes, bien ce sont les évangélistes chrétiens qui offrent ce que moi je ne suis pas prête à faire honnêtement, donc, et que l'État n'offre pas non plus. Et donc, que les communautés n'auront pas les moyens d'offrir. Donc, il y a un enjeu aussi de ce qui est laissé comme espace par rapport à certains milieux. Et le constat, c'est que les politiques de privatisation, donc, de politique néolibérale, ne sont pas dissociées des conditions de création de terreau fertile aux fondamentalistes religieux. Et ce que je constate aussi dans les groupes de femmes, dans les mouvements féministes à peu près dans le monde, c'est qu'il n'y a pas une seule approche unique qu'on peut adopter pour comprendre les événements ou les façons dont les fondamentalistes religieux prennent leur place, les discours qu'ils emploient. Parfois, il peut y avoir un discours similaire, parfois, il peut y avoir un discours contradictoire. Donc, on ne peut pas juste dire les fondamentalistes religieux prennent tous exactement le même format. C'est pas vrai. On constate aussi que les solutions à la confrontation ou la manière de traiter la question du fondamentalisme religieux ne peut pas être la même partout non plus. On a besoin de regarder quel est le contexte social, politique, économique, légal, c'est quoi les forces du milieu, c'est quoi les débats publics, c'est quoi la compréhension des enjeux dans un milieu donné. Donc, il est absolument impossible de penser à une solution unique pour tout le monde, partout dans le monde. Et dans les stratégies de réflexion des mouvements féministes et les débats qui suivent, c'est qu'on voit la question de la laïcité est un seul partie de l'ensemble des solutions réfléchies. Et il y a des méga débats à travers le monde entre féministes sur la nature de cette laïcité souhaitée. Est-ce qu'elle est souhaitée? Est-ce qu'on le voit comme étant utile? Et donc, on ne peut pas juste dire, si on est féministe, donc la laïcité, c'est X, Y chose, et ça doit s'appliquer de X, Y façon, et c'est automatiquement la solution à préconiser dans tous les lieux, tous les moments, dans toutes les circonstances. C'est pas ça qui est approprié comme féministe. On peut avoir des perspectives, une vision commune de qu'est-ce que c'est la liberté, l'égalité, la justice pour les femmes, mais la manière de l'articuler doit être appropriée à un lieu donné. Alors, il y a un questionnement dans le débat public au Québec en ce moment, il y a une des réflexions sur la relation entre le public et le privé. Puis on entend beaucoup, la religion, ça doit se pratiquer en privé. Alors que plein de féministes dans le monde sont en train de dire que si la religion est reléguée uniquement à la sphère privée, ça veut dire que tout se passe entre portes closes, dans les lieux de culte ou dans les maisons, et donc il n'est pas sujet au regard public et au débat public. Donc, si ça se passe uniquement loin de la vue de la démocratie, de l'espace public, et à ce moment-là, les fondamentalistes, donc les gens rigides et ont une interprétation extrêmement rigide, ont comme beaucoup de place pour faire leur discussion s'imposer dans un milieu. Et les féministes
où les gens critiques à l'intérieur ont un travail immense à faire sans que ça se passe à l'extérieur, en public, où là, ils peuvent bénéficier à la fois des critiques des croyants et des croyantes, tout comme les critiques séculaires. Donc, il y a une réflexion chez des féministes américaines d'Amérique latine ou ailleurs qui disent ben, c'est pas une bonne idée de créer cette ligne de démarcation si nette entre le public et le privé et de demander est-ce que ça se passe dans des lieux cachés d'une certaine façon aux yeux de la population alors qu'on a besoin d'engager un débat public important. L'autre affaire qui semble se réfléchir, c'est l'importance de reconnaître des formes de fondamentalisme. Si on prend la définition de Mme Couture, on a pu voir que ce n'est pas juste une question de lecture de textes religieux. On voit que c'est une sorte d'attitude devant la vie, une sorte d'autoritarisme. Alors, il y a plein de féministes qui disent qu'il y a plein de formes d'autoritarisme dans la société et donc on ne peut pas uniquement se concentrer sur les autoritarismes religieux si on veut endiguer ou prévenir et arrêter les formes de fondamentalisme qui existent parce que ultimement, on s'en fout un peu si c'est juste religieux. Si on élimine les versions religieuses de la femme mais que ça se traduit ailleurs, dans d'autres systèmes, d'autres façons d'être dans la société, mais on n'est pas plus avancé comme féministe. Donc, elle nous interpelle à regarder, par exemple, le militarisme, qui est une culture extrêmement autoritaire. Questionne aussi l'économisme, un système économique autoritaire, hiérarchisé et tout. Donc, il y a une réflexion qui nous fait un peu élargir la nature de la discussion. Elles disent aussi, elles se questionnent sur les stratégies des nombreuses années du féminisme, qui a eu tendance à se concentrer tellement fortement sur les éléments matériels de la vie des femmes sans se soucier d'un rapport un peu au bien-être, aux spiritualités ou au sens de la vie des femmes qui ne trouvent pas toujours réponse dans un type d'action féministe ou une perspective féministe qui est très axée sur les besoins très matériels. Donc, elles disent, est-ce qu'il y a manière pour le mouvement féministe de s'engager davantage dans une réflexion sur le sens, sur les éléments spirituels? Ça peut être épeurant. Je m'imagine discuter de ça dans les assemblées générales de la FFQ. Ça m'apparaît un peu farfelu, honnêtement. Mais donc, ça veut dire que c'est tellement évacué de nos espaces qu'on ne sait pas trop même comment l'aborder de façon à ce que tout le monde n'est pas mal à l'aise. Ou à peu près. Elles disent aussi que c'est extrêmement important de travailler avec les féministes croyantes et pas de les isoler. Elles disent que les féministes croyantes font un travail important de contestation interne aux religions et que c'est important qu'elles aient un appui, un lieu pour discuter de stratégie et de solidarité pour qu'elles ne s'isolent pas dans le travail et qu'elles sentent partie prenante donc d'un processus féministe et qu'elle ne soit pas tout le temps tenue à la marge des discussions parce qu'on ne peut pas dire qu'on discute de féminisme croyant dans beaucoup d'endroits, donc peut-être la charte nous aura donné un petit peu de ça. Elles disent aussi que c'est extrêmement important de renforcer le pluralisme politique. Le pluralisme politique qui critique l'idée qu'il y a une seule bonne façon de vivre. Donc, comment on s'engage comme féministe dans ces espaces de mobilisation qui font réduire, pour contrer la réduction de l'espace politique. L'éducation est un lieu majeur, donc comment, par exemple, on finance encore les écoles privées confessionnelles, et ça c'est questionnant, parce que si on veut créer un espace commun de réflexion critique, c'est peut-être pas l'endroit, mais il y a des débats majeurs à l'intérieur des mouvements féministes sur la pertinence de financer ou non les écoles, que l'État finance ou non les écoles confessionnelles. Et il y a des perspectives pertinentes en fait de toutes sortes de côtés là-dessus. C'est important de refuser des lois différentes. Généralement, je pense qu'on s'entend là-dessus dans le mouvement féministe. Donc, à l'intérieur d'un même pays, pas de lois séparées pour différents milieux croyants. Donc ça, c'est un des éléments de stratégie des mouvements féministes dans le monde. Puis, elles ne veulent absolument pas que la laïcité
comme perspective soit séparée d'une perspective des droits humains. La minute qu'on discute uniquement de laïcité, mais pas d'un appareil des droits, plus globalement, bien là, à ce moment-là, on peut utiliser la laïcité pour faire des choses qu'on ne voulait pas faire. Et peut-être ça fait partie des enjeux de notre discussion dans le débat public au Québec. Je dirais, peut-être une dernière affaire, c'est que il y a eu des États laïques extrêmement dangereux, violents, patriarcales, et des États non laïques plutôt ouverts à contrer le patriarcat dans leur milieu. Donc, on a besoin d'avoir aussi, ne pas voir des éléments de la laïcité comme étant une panacée pour la lutte des femmes. Et c'est une des façons, on a l'impression qu'aujourd'hui, le débat est rendu là où on a l'impression que c'est le but final de l'égalité entre les hommes et les femmes, puis ça serait, on n'est pas tout à fait d'accord. Je dirais, pour terminer, que les mouvements féministes, il y en a des femmes qui disent, il y a des progressistes croyants, des féministes croyantes, qui sont extrêmement actives et qui font avancer la société. Et peut-être ce qu'on a besoin de voir, c'est quelle place dans notre société il y a entre, pour ces féministes et ces progressistes croyants, qui ne menacent pas finalement ni la démocratie ni le pluralisme, qui le reconnaissent, qui ne menacent pas l'avancement du féminisme ou d'une vision féministe pour la société. Et peut-être qu'on fait parfois un débat qui expulse l'ensemble de la religiosité, puis ne voit pas les alliés où ils peuvent être. Donc voilà, merci. On peut faire circuler les micros. Alors, la parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis éducateur en service de garde à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, une commission scolaire qui est formée de au moins 60% des enfants, au moins un de leurs parents qui est né à l'étranger. Comme vous entendez dans mon accent, je suis français aussi. Alors d'abord, je voudrais faire un commentaire, je voudrais dire ce qu'a dit madame à droite d'Alexa, je me souviens plus de ton nom. Oui, sur la France, c'est parfaitement vrai. La France et toutes les lois qui ont été mises en place ont été catastrophiques sur le plan de l'intégration. C'est un échec total. L'ethnicisation des rapports sociaux s'est renforcée. Et tous les gens issus de l'immigration, et notamment l'immigration maghrébine et musulmane, ils ont été plongés pour beaucoup d'entre eux dans un espèce de fétichisme identitaire. Et le problème, c'est que ce fétichisme-là, il s'est fait d'une façon réappropriée et souvent en des termes complètement déformés. Parce que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, ils n'avaient pas une connaissance de l'arabe assez grande pour lire eux-mêmes le Coran et la Sunna et donc faire leurs propres interprétations. Et souvent, ils ne vont pas à la mosquée non plus. Et donc, ils se sont retrouvés dans des situations un petit peu absurdes. Et effectivement, le racisme est très mauvais. C'est intéressant de voir dans ce débat comment on est vraiment dans la discipline des sujets. Et là, je fais volontairement un clin d'œil à Michel Foucault parce qu'on est vraiment là-dedans. Et d'ailleurs, les sujets en question étaient traités de folles. Donc on voit bien le lien entre les deux. Et on cherche vraiment à discipliner un certain nombre de femmes, et d'hommes d'ailleurs, à travers leur corps, leur apparence, leur capacité d'agir. Et puis on leur dit, si vous ne vous disciplinez pas comme nous, comme la majorité, on va le faire à votre place, en ayant des lois. Et on se rend compte que finalement on crée des frontières à la citoyenneté québécoise. Et de ces frontières-là, il y a les femmes voilées d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a les travailleuses du sexe. Et si on est travailleuse du sexe, si on est voilée, on n'a pas le droit à la citoyenneté. C'est vraiment assez impressionnant de voir ça. Et donc moi je me demande, avec toute la définition que vous faites du fondamentalisme, c'est finalement cette charte, elle n'essaye pas de nous imposer une laïcité fondamentale au Québec. Et dans quelle mesure la manière dont on la propose, cette laïcité, le débat autour de ça, ne construit pas une laïcité fondamentaliste. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'on se rend compte que finalement, on nous présente le féminisme au singulier, en fait, on se rend compte qu'il y a des féministes,
peut-être autant qu'il y a de féministes et de représentations féministes. Et je me demande si le statu quo, un petit peu pour sauver le féminisme et pour garder ce rapport de force féministe pendant ces 30 dernières années, a pas un peu effacé justement le fait qu'il y ait plusieurs féminismes. Et ça, c'est peut-être un aspect intéressant du débat sur la charte, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de statu quo. Est-ce que les féministes vont continuer à maintenir ce statu quo de manière à ce que ce soit des femmes comme vous qu'on voit dans les médias et pas à chaque fois des symboles des différentes parties mises en cause et qu'on ait droit à un discours qui quand même élève le débat, parce que ce qu'on a entendu ce soir, heureusement qu'on l'entend, ça donne vraiment des armes et ça permet de dépassionner les choses, et je vous remercie pour ça d'être venu nous parler. Sur la première question, j'aurais tendance à répondre avec les arguments de la deuxième, c'est-à-dire il faudrait faire très attention aussi de ne pas caricaturer la position de ceux qui sont en faveur de la charte. Il est vrai que dans l'espace public, très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on va penser en termes de dichotomie, tant et si bien qu'on va se retrouver avec une caricature de part et d'autre. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des gens qui vont défendre la charte, et on va avoir l'impression que c'est totalement identifié, par exemple, à la question des valeurs nationalistes exacerbées, etc. Et de l'autre côté, on va avoir des positions comme la mienne qui vont être caricaturées du côté d'une forme d'individualisme radical, etc., etc. Donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est éviter les caricatures. Et pour cela, ce qu'il faut essayer de voir, c'est quelles seraient les positions en faveur d'un document comme la charte qui seraient les plus audibles. Et ce qui est très difficile en ce moment, là où je vous donnerai raison, ce qui est très difficile, c'est de faire un débat sur la place publique qui ne soit plus pensé dans des termes dichotomiques, qui ne soit plus pensé, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Mélissa, qui ne soit plus dans le cadre du où tu es pour, où tu es contre, et qui soit fondé sur des enjeux qui sont, eux, où il est possible d'avoir une discussion. Et c'est précisément ce que semble vouloir, et là je condamne vraiment le PQ pour ça, c'est ce que semble vouloir éviter le PQ, parce qu'à partir du moment où il y aurait une véritable délibération, alors ça ne pourrait plus devenir un instrument politique. Et à mon sens, on ne peut pas commencer un débat en dépensant 2 millions de dollars pour faire la publicité d'un projet. Donc à partir de ce moment-là, les dés sont pipés, mais il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société civile de se réapproprier ce débat, et surtout de le désapproprier des médias qui ont tendance à en faire une simple instance de spectacle. Juste pour rajouter en plus, justement sur ce pôle de débat qui est là, c'est quand on a déposé notre position justement contre la charte, tout de suite après on s'est fait téléphoner par... je pense que j'ai trop parlé aujourd'hui, j'oublie des mots et des noms. Justement, responsable du PQ. Hein? Monsieur Trinville? Non, responsable des questions autochtones pour le PQ. On s'est fait téléphoner pour se faire dire qu'on n'avait pas besoin de se positionner contre la charte parce que de toute façon, la charte ne s'appliquait pas aux peuples autochtones, aux Premières Nations. Je dis, bravo, parce que de toute manière, on ne l'appliquerait pas nous-mêmes, on la refuse, justement. Mais aussi, ce que ça nous a fait réfléchir après, c'est qu'on était exclus du débat en tant que Première Nation. Comme quoi, oui, c'est ça, Lisée a dit la même chose aux villes, donc... Alors, moi, j'ai dit, ben, écoute, probablement cette charte-là, j'en veux pas sur ma spiritualité personnelle, mais aussi, je pense que c'est important qu'en tant que citoyenne, même autochtone, même si on a, c'est vrai, légalement des droits qui sont différents, on est quand même des gens qui habitent le territoire, qui partagent, et tous les jours, moi, je vais prendre le métro avec la diversité culturelle complète de Montréal. Je dis, je ne suis pas dans une bulle en plastique. Puis je pense que les citoyens des Premières Nations ont le droit aussi de dire, on ne veut pas de ce genre. Ou même, ils ont le droit de dire, ben nous autres, on est pauvres, mais on a le droit de participer au débat. Et c'est justement là où on s'est rendu compte que c'était vraiment une polarisation du débat. C'était pas un débat sain dans la société. J'ai pas envie de traiter le souhait de plusieurs d'avoir une loi sur la laïcité de fondamentalisme.
Mais en me préparant pour ce soir, j'ai trouvé que la FFQ est victime d'un traitement public et que certaines féministes musulmanes sont victimes d'un traitement public qui ne nous permet pas d'exister, qui lui est fondamentaliste. Et c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si on a fait une lèse-majesté. On a même écrit des textes dans les journaux pour dire j'accuse la FFQ de trahir le féminisme et la cause des femmes, ce qui est quand même une accusation, ça a pris une forme très historique, inscrite dans l'histoire française, mais c'est quand même une accusation extrêmement grave pour une organisation qui, moi je le crois bien, continue à être extrêmement féministe, mais et c'est comme si on ne nous permet pas d'exister avec nos réflexions et qu'on cherche depuis ce temps-là à dire qu'on manque de crédibilité, de légitimité et de représentativité. Et depuis 2009, on ne cesse de subir des attaques des plus dégueulasses sur notre travail. Je peux vous dire que, parce que c'est pas sorti dans les journaux, mais on nous a accusés par la bande d'être financés par des islamistes, par exemple. Et donc, j'ai dû faire 2 entrevues avec des journalistes sérieux qui ont suffisamment cru à ces accusations sans aucune preuve que c'est le cas. Et c'est quand même complètement farfelu, c'est une perte d'énergie immense d'avoir à faire ce genre de travail-là, plutôt que de s'engager dans des réflexions de fond. Mais on ne nous donne pas en même temps une plateforme pour le faire, mais on donne une plateforme immense à des personnes qui passent leur temps à dire qu'on est infiltré par des islamistes. Et moi, j'aimerais vous dire que je suis assez fière du fait qu'il y ait des femmes musulmanes qui portent ou non le foulard au sein de la FFQ, qui sont actives. Je trouve que c'est le signe d'un succès, le signe d'un travail de longue haleine pour créer de la confiance et le respect mutuel pour s'engager dans un travail de solidarité. Je peux pas imaginer qu'on subisse ce genre d'attaque depuis aussi longtemps. Puis j'avoue que j'en ai vraiment marre. Je suis vraiment tannée de ça. Et je pense qu'on a plusieurs dans la salle qui le subissent au quotidien. Mais vraiment, je ne le tolère plus. J'essaie de trouver les manières de le combattre, mais je ne le prends plus. Et sur les questions des féminismes, bien sûr, nous travaillons au sein de la FFQ dans la pluralité des féminismes. Mais on est aussi campés dans une perspective anticoloniale, une perspective antipatriarcale, bien sûr, c'est le fondement, mais anticapitaliste. Et donc, on a une perspective plurielle du féminisme, mais on se rend compte qu'il y a aussi des féministes qui sont des féministes conservateurs et qui existent et qui ne se retrouvent pas chez nous. Ben, c'est correct. Je suis le numéro 3. Monsieur. Mon nom c'est Mohamed. Bonsoir. Monsieur Nato a parlé de la relation de l'équipe de Harper avec les religieux, avec les évangélistes. Est-ce que vous pouvez me parler de la relation du PQ avec la religion ou les religieux? Merci. Je dirais que j'ai eu, en plus, je travaille au jardin de Première Nation, ça me donne l'occasion beaucoup d'avoir des discussions de fond avec les gens par rapport à beaucoup de sujets. Puis, drôlement, je parle des Premières Nations, et là, ces derniers temps, on parle beaucoup des Premières Nations, et on tombe tout de suite dans la charte des valeurs. Et l'autre jour, j'avais une discussion avec une personne, puis elle me disait comment elle était pour la charte, qu'elle croyait qu'il fallait, justement, c'était les mêmes arguments. Et j'ai dit, madame, je comprends d'où vient votre appui à la charte, ça vient quand même d'une peur de l'autre. Elle dit, non, mais j'ai pas peur de l'autre. J'ai dit, ce que je sens, c'est une peur de l'autre. Non, mais vous comprenez, on veut nos valeurs, on veut que les Québécois se représentent. J'ai dit, alors ça vient d'où ce besoin d'être représenté? Ben, on ne veut pas être englobé, donc vous avez peur de vous faire assimiler par quelqu'un d'autre, donc c'est une peur. Elle dit, ben non, mais pas vraiment. J'ai dit, ben, regardez, si je peux mettre un rapport justement à cette peur qui est autre,
dans les communautés, dans les villes, où est-ce que il n'y a pas de musulmans, c'est les Premières Nations qui sont plus nombreux. J'ai dit, ben, cette peur-là crée des gens qui veulent faire des murs entre les communautés autochtones et non autochtones. Là, je parle vraiment réalistiquement de l'exemple de cette île, où est-ce qu'on veut encore nous isoler parce que on n'aime pas ça, les Indiens. On n'aime pas ça voir de la pauvreté, on n'aime pas ça voir des gens maganés, des gens qu'on ne comprend pas. Je dis, c'est cette peur-là qui fait que 400 ans après l'arrivée des Européens, on est encore à essayer de créer une relation entre nous. Cette peur-là, c'est sûr que c'est un besoin de se conserver. Je veux dire, nous-mêmes, on essaie de se conserver, mais sans rejeter l'autre. C'est très difficile, ça demande beaucoup de travail, puis ça demande aussi un travail d'accepter que tu n'auras pas tout ce que tu veux. Moi, j'aimerais ça que toute ma culture revienne, que ma langue revienne, que tout. J'accepte que je n'aurai pas tout ce que je veux, mais je pense qu'il y aura une progression. Et cette peur-là, elle existe pour vrai, que tu sois musulman ou non. Présentement, on fait peur aux gens depuis 2001 avec la religion musulmane parce qu'on a vu justement des actes extrêmes. Mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie des gens de la religion musulmane se sont fait eux-mêmes hijacker leur propre religion par des individus. Alors, tu sais, c'est difficile comme pour nous. On est tous dans la tête de beaucoup de gens, des alcooliques, des drogués, des sans-abri, des gens qui ont des problèmes. Et alors, ça ne représente pas du tout l'ensemble des populations autochtones. Mais ça reste que dans l'imaginaire de certains, on est comme ça. Eh bien, c'est la même chose pour les gens qui sont musulmans, qui viennent des pays. Je veux dire, il y a tellement de gens qui viennent d'Algérie, du Maroc, qui sont aussi catholiques, mais ils sont pas, comme on dit, ils sont trop bruns pour être catholiques dans la tête de beaucoup de gens. Comme nous, on est trop bruns pour pas que ça aille bien dans notre vie. Moi, je suis trop blanche pour pas être une brune. En tout cas, vous voyez, c'est qu'il y a toujours cette peur, puis je veux pas, c'est très humain. Je veux dire, on a survécu en tant que petite bête grâce à la peur, mais à un moment donné, ça nous isole. Et à nous isoler, bien justement, on fait un isolement pour les Québécois, autant en aval qu'en amont de l'histoire. On s'isole des peuples qui nous ont accueillis, puis on s'isole des peuples qu'on accueille. Moi, disons qu'il y a une animatrice, je ne nomme pas son nom, une animatrice dans les médias qui prend position pour la charte de façon très forte. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne. Puis là, je me dis, je comprends pas comment elle arrive à prendre cette position-là. Je me dis ça le matin en l'écoutant. Imaginez que dans le courant de l'émission, elle parle d'une autre féministe et elle dit exactement la même chose. Elle dit, j'arrive pas à m'imaginer comment cette autre femme prend cette position-là. C'est l'expérience que nous sommes en train de faire. Hein? C'est quelque chose, cette expérience-là. Ça vaudrait la peine d'essayer de la comprendre davantage. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver dans cette division-là? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à comprendre l'autre, puis c'est mutuel? Alors, c'est quelque chose d'important qui est en train de nous arriver. Puis, en ce qui concerne le mouvement féministe, quelque chose qui est très, très important dans le mouvement féministe, c'est d'établir des coalitions entre des groupes qui sont différents dans le féminisme. Ça fait partie de la politique féministe, sur le plan international, local et tout. Là, on n'arrive pas à le faire en ce moment. On n'arrive pas à faire ça. Pour moi, le défi, ça serait de surmonter cette division frontale, puis de trouver un moyen de recommencer à établir des solidarités entre des féministes qui prennent des positions vraiment qui semblent très opposées. Pour moi, c'est ça notre défi. C'est ça notre défi en ce moment. Comment le faire? Par où le prendre? Je dois vous dire que pour l'instant, je ne le sais pas, mais d'après moi, c'est ça notre prochain défi. Juste pour rebondir sur ce que Denise a dit, en fait, quand tu parles des féministes qui critiquent la FFQ, mais qui sont quand même contre les fondamentalistes, et donc ça serait un point commun. En fait, je mettrais juste un bémol là-dessus parce que, justement, comme ce que j'avais dit au début, c'est que pour ces femmes-là, pour ces féministes-là, leur définition du fondamentalisme
peut complètement être différente de la mienne. C'est-à-dire, pour ces féministes-là, déjà, une femme qui porte le foulard, c'est déjà très fondamentaliste. Donc, il y a juste un bémol là-dessus. Et puis, le problème avec en fait, certaines de ce courant-là, c'est qu'elles refusent la reconnaissance, en fait, de l'autodétermination de certaines femmes. Et donc, du fait que certaines femmes voudraient se définir elles-mêmes comme elles veulent et définir leur foi comme elles l'entendent, en incluant leur éthique vestimentaire, etc., mais se définir elles-mêmes comme féministes. Donc, il y a aussi ça, et on le remarque beaucoup, que ce soit, par exemple, dans les... J'ai participé dans des tables de travail dans le cadre des États généraux, et dans une étape de travail sur justement les conservatismes religieux, ben, il fallait produire un document, et donc alors que je disais à ces femmes, par exemple, qu'il y a des femmes croyantes, musulmanes, qui luttent à l'intérieur donc des sphères musulmanes pour leurs propres droits, et donc ça serait intéressant d'inclure ça sur dans le document, elles me disaient non, on n'en a pas vu, donc on ne le croit pas, donc ça n'existe pas. Je disais, mais je vous le dis, je fais partie d'un de ces groupes, donc je vous dis que ça existe. Elle me disait, non, on refuse de le mettre dans le document. Donc il y a vraiment un blocage et un refus, en fait, de reconnaissance de l'autre. Et c'est ça qui est plus grave et qui hiérarchise, en fait, les femmes et qui crée une inégalité entre les femmes.